Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée hier. Nous, c'était bien. J'ai les traits un peu tirés, mais... Euh, Écoutez, on a décidé de commencer cette session aujourd'hui par un panel sur l'avenir de l'hôpital. Je le disais hier, la dégradation de la qualité de l'accueil à l'hôpital fait partie des choses qui intéressent le plus le débat public. Je faisais le parallèle avec le nucléaire, en vous disant, au fond, le pays du nucléaire est le pays qui risque des coupures d'électricité cet hiver. Le pays du meilleur système de santé au monde est celui où les gens craignent d'aller à l'hôpital parce que l'attente est longue, parce que peut-être d'ailleurs peut-il y avoir parfois des débats, j'en sais rien, c'est absolument pas mon rayon, mais sur la qualité des soins, je ne sais pas, vous nous le direz. Et moi je voudrais faire une remarque qui est complètement personnelle, mais qui peut-être permettra de lancer le débat. Il me semble, alors je vais peut-être vous choquer, parce que je ne vous en ai pas encore parlé, mais il me semble que le narratif de l'appauvrissement de l'hôpital est un narratif qui va tenir de moins en moins, puisque pour rester dans le domaine qui est le mien, dans ce qu'on appelle joliment le PLFSS 2023, le budget pour la santé, enfin, le budget 2023 pour la sécurité sociale, pour la première fois dans l'histoire, le budget de l'hôpital sera supérieur à 100 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire que c'est rien, en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne représente pas beaucoup d'argent, ça représente une somme d'argent tout à fait conséquente. Alors je vais laisser notre ami Fabien Guèze, cardiologue, mais qu'on voit aussi très souvent sur les plateaux de télévision modérée, cette table ronde avec le docteur Marine Crest, qui est médecin généraliste à Marseille, et Stéphane Pardou, qui dirige l'ANAP, qui est ce qu'on appelle l'Agence nationale d'appui à la performance. Ce sont les acronymes qu'on aime bien en France, mais c'est l'agence publique qui conseille les hôpitaux dans leur stratégie. Et Stéphane a été directeur de très très grands hôpitaux, notamment de l'hôpital intercommunal de Créteil et de l'Institut Gustave Roussy. Voilà, je vous laisse. Merci Nicolas de m'avoir piqué mon intro. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est sympa. Donc on va faire 30 minutes au lieu de 50. Bonjour à tous. Merci encore. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau cette année pour cet événement incroyable. Je vois la participation, c'est hallucinante. Au bout de 3 jours, vous êtes toujours là. Bravo à notre maître à tous, Nicolas. Alors il faut dire effectivement que le niveau des interventions monte en gamme. Et je crois que là, on est au top, non ? On est au top des interventions là. Donc vous pourriez partir après, donc il n'y a aucun souci. Donc les deux intervenants d'aujourd'hui, Nicolas les a présentés. Donc Stéphane Pardou, qui est Stéphane Pardou, vous êtes bac+20, vous avez fait prépa ENA, vous avez fait Sciences Po, vous avez été directeur d'hôpitaux, vous êtes bien connu dans le monde de la santé, aussi bien public que privé, c'est important quand même. Vous avez été patron de Gustave Roussy, je crois, de la clinique privée d'Antony, etc. Et vous êtes le patron de l'ANAP, qui est l'Agence nationale d'appui à la performance et médico-sociale, c'est ça. Voilà, et Marine Crest. Marine, donc vous êtes médecin généraliste installé à Marseille. Le prénom va super bien avec Marseille, le prénom. Donc vous êtes médecin généraliste installé depuis 2016 à Marseille. Vous êtes spécialiste de micronutrition et de microbiote. Microbiote, c'est ce qui se passe dans nos intestins, qui est une révolution de la santé de la thérapeutique de demain. Vous avez été aussi vice-président du syndicat des jeunes généralistes. Vous avez beaucoup publié sur le sujet, notamment d'ailleurs quelques articles avec Nicolas Bouzou. Voilà, donc avant de faire un état des lieux et de parler de l'avenir de l'hôpital, Stéphane Pardou, donc, vous dirigez l'ANAP. Dites-nous un petit peu la mission de l'ANAP. Merci Fabien, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être parmi vous. Alors, j'ai la chance de diriger une agence qui est une forme d'action étatique moderne. Alors, on critique beaucoup et souvent l'État, et on a raison, mais là, en fait, depuis quelques années, l'État s'est doté, dans le secteur de la santé, d'une agence interne de conseil, d'une agence publique de conseil, qui a pour objectif d'accompagner sur le terrain les établissements de santé dans leur processus de transformation. C'est une agence inconnue du grand public, vous n'en savez rien. En revanche, c'est une agence omniprésente pour les professionnels. Encore hier soir, 2 professionnels travaillant à l'hôpital de Fréjus avaient une expérience approfondie avec nos services. Alors, l'ANAP, ça fait quoi ? C'est l'agence Tourisque, en fait. C'est l'agence Tourisque de l'hôpital. Oui, c'est l'agence
d'accompagnement des hôpitaux. Et la particularité de cette agence de conseil public, on a beaucoup critiqué les agences de conseil ces derniers mois, dans une polémique très française, le principe, c'est que ce sont des professionnels de terrain qui interviennent auprès d'autres professionnels de terrain. C'est une logique de compagnonnage, de pair à pair, parce qu'on est dans un domaine où on aime bien se parler entre nous, on est un peu réticent dans le domaine de la santé à voir d'autres venir nous expliquer ce qu'on doit faire. Et donc c'est une agence qui prend des professionnels d'un hôpital et qui leur propose d'aller accompagner d'autres hôpitaux, d'autres maisons de retraite, d'autres EHPAD pour améliorer leur organisation. Donc c'est un mode d'action publique assez original, assez atypique, qui n'est pas beaucoup développé dans la sphère publique. Oui. Marine, vous connaissiez l'ANAP? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pour dire un petit peu qu'à l'intérieur de l'hôpital, et donc à l'internat, les internes ne connaissent pas l'ANAP. Non, c'est un problème. Et en même temps, après, lorsqu'on exerce depuis très longtemps dans un établissement de santé, eh bien, on a très souvent contact avec les services. Je vous disais encore hier, la chef de service de gériatrie de l'hôpital de Fréjus nous expliquait combien, pendant de nombreuses années, elle a été accompagnée dans son processus de transformation pour créer une équipe mobile de gériatrie sur le territoire par les services de l'agence que j'ai la chance de diriger. Alors donc on va faire un petit état des lieux sur l'hôpital avant de parler de l'avenir. C'est vrai qu'en France, on dépense pas mal d'argent pour notre santé. On parle de 12% du produit intérieur brut en France, alors que c'est 9% en Europe. Pourtant, l'espérance de vie n'est pas si plus élevée que dans les autres pays de l'OCDE. Et les Français vont 2 fois plus souvent à l'hôpital que dans les autres pays de l'OCDE. Donc l'argent coule à flot, il a coulé un peu plus à flot ces 2 dernières années avec le Covid. Et pourtant, les Français et aussi surtout les soignants sont très inquiets de l'état de l'hôpital. À tel point qu'en 2020, d'ailleurs, 1200 chefs de service ont démissionné. Marine, un état des lieux un petit peu de l'hôpital que vous avez vécu quand vous étiez interne. Donc il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas si longtemps. Je suis installée depuis 7 ans en tant que médecin généraliste libéral donc à Marseille. J'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai eu la chance d'être formée par de grands maîtres dans des grands hôpitaux. Et je suis partie de l'hôpital 2 ans après la fin de ma formation par choix, parce que j'arrivais plus à y travailler. Et pourtant, c'était déjà il y a plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que je ne reconnaissais pas les valeurs pour lesquelles j'avais fait ce métier-là. Et je trouvais que les conditions de travail dans lesquelles on travaillait ne permettaient pas à moi de me retrouver. Et donc je suis partie. Et quand on décide de partir de l'hôpital, on ne le fait pas forcément avec joie, parce qu'il y a une certaine culpabilité de laisser sur le terrain ceux qui restent à l'hôpital, et de regret de dire mais finalement ce système de santé qui est extraordinaire est en train de dégringoler, et finalement ceux qui quittent le navire, ce sont les principaux acteurs eux-mêmes. Et c'est vraiment une prise de conscience que moi j'étais jeune et je me suis dit mais où est-ce qu'on va aller et comment on peut essayer d'améliorer ça. Stéphane, vous êtes évidemment au cœur du mammouth là. Donc quand vous arrivez dans un hôpital pour améliorer ses performances, est-ce que vous êtes au contact avec tous les acteurs de l'hôpital ? Oui, absolument. Et donc, il faut effectivement Première vue, pas avec les internes. Non, avec tout le monde, mais il faut commencer effectivement par poser un diagnostic. Et oui, le système est en crise. Le ministre lui-même l'a dit. Le système est en crise. C'est une crise profonde qui se traduit très concrètement pour les Français par plus de délais de prise en charge, des difficultés pour trouver des correspondants médicaux, et qui se double d'une forme de tristesse française, puisqu'on a longtemps répété qu'on avait le meilleur système de santé au monde. Ce qui est vrai quand on cumulait l'universalisme du système de santé, qui est que dans ce pays, quand vous avez besoin de soins, on ne vous demande pas votre carte bleue avant d'être soigné, ce qui n'est quand même pas le cas dans un grand nombre de pays. Un système solidaire, universel et extrêmement bien réparti sur le territoire. Donc oui, le système est en crise. Mais moi j'aime bien, je ne me promène plus, je ne vais plus dans aucune intervention sans cette une du journal du Monde, il y a quelques mois, qui écrit, je vais vous la lire, « Les systèmes de santé européens à bout de souffle », qui permet non pas de relativiser la crise que vit le système, mais de la mettre en perspective. La crise des systèmes de santé, elle est mondiale. Elle n'est pas propre à la France. Elle est mondiale parce qu'il y a, pour parler un tout petit peu d'économie sous le contrôle de Nicolas, il y a un désaccord total entre l'amplification de la demande, qui ne cesse d'augmenter et qui ne cessera pas d'augmenter, du fait du vieillissement de la population. Vous avez dû voir comme moi qu'on pronostique que pour des enfants qui naissent aujourd'hui, l'espérance de vie en France, c'est 90 ans pour un enfant qui naît aujourd'hui. Donc une augmentation de la demande liée au vieillissement, et puis une augmentation de la demande, comme je dis, en largeur, c'est-à-dire que plus aucune pathologie ne peut être négligée.
Et donc tout petit sujet ou gros sujet doit être pris en charge de façon optimale. Et donc en face de ça, il y a une demande qui est énorme, et en face de ça, l'offre, elle ne suit pas. Elle ne peut pas suivre pour des questions de richesse économique. Il y a un décalage environ de 2 points entre les besoins qui seraient nécessaires et la richesse produite par le pays. Mais ce phénomène, il est mondial. J'étais il y a quelques jours en Norvège, 3e pays le plus riche au monde. Le premier sujet de la Norvège, c'est qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes. Et donc cette tension, elle est internationale. Et du coup, il faut avoir à l'esprit cette situation pour ne pas faire de mauvais diagnostics et avoir de mauvaises solutions. Ce qui a amplifié le sujet en France, et je m'arrêterai là sur le diagnostic, c'est qu'on a régulé l'offre. Là où la demande augmente, on a pris des décisions, il y a un certain nombre d'années, de réguler l'offre en indiquant que c'était sans doute une façon de contenir les dépenses de santé. Et c'est cette régulation de l'offre, donc de l'offre hospitalière, de l'offre des médecins libéraux, qui a conduit à cette difficulté qui est que le système peine aujourd'hui parce que nous n'avons pas assez d'offreurs de soins pour répondre à la demande. Mais on a fait cette régulation de l'offre pour une raison très simple qu'on a validée collectivement, qui était la maîtrise de nos dépenses publiques, de nos comptes publics, pour permettre d'atteindre les critères de convergence européens. Le dernier grand plan de performance du système, il date de la fin du quinquennat de François Hollande, il est directement lié à l'atteinte des objectifs. Et je rappelle qu'en 2019, juste avant la crise Covid, les comptes sociaux français, ils sont à l'équilibre. Le budget de l'assurance maladie, en 2019, il est à l'équilibre. La crise Covid arrive et il n'est plus à l'équilibre. Donc nous avons fait, entre guillemets, collectivement ce choix de maîtrise des dépenses de santé. Et donc, nous avons fait un choix de régulation de l'offre. Et c'est aujourd'hui cette situation qui fait que ces choix que nous avons fait ensemble, plus la tension liée à l'augmentation de la demande, qui fait que le système est aujourd'hui en crise. Sauf que c'est une maîtrise comptable. On est bien d'accord. Oui, et ça, c'est sans doute le point le plus important, c'est que il y a eu volonté de maîtrise des comptes sociaux, mais là encore parce qu'on a décidé collectivement qu'on ne voulait pas augmenter nos cotisations sociales, salariales ou patronales, parce qu'on estimait qu'il y avait une nécessité de ne pas continuer à augmenter la dépense publique. Et la problématique, c'est que quand on a fait cette maîtrise, on l'a sans doute fait trop comptablement et pas assez organisationnellement. Parce que quand une entreprise ou quand un secteur doit absorber plus de demandes, et qu'il a une offre limitée, il est obligé de se réorganiser. Et c'est vrai, et on est bien placé à l'ANA pour le savoir, que le monde de la santé peine à se réorganiser simplement. C'est un monde qui adore la technologie, qui adore les innovations de produits, qui adore les nouvelles technologies. Vous êtes cardiologue, Fabien, donc les nouveaux échographes, les échographes portatifs, mobiles. Mais dès qu'il s'agit de faire de la transformation organisationnelle, c'est plus compliqué. Le système se cabre. Il se raidit pour des raisons qu'on pourra détailler. Système conservateur. Oui, un système qui a du mal à accepter l'innovation organisationnelle et qui a du mal à se transformer. On pourra parler de la chirurgie ambulatoire ou de l'ambulatoire en France. C'est un système qui a du mal à passer à un autre mode de fonctionnement. Et donc l'avenir de l'hôpital, dans la crise dans laquelle on est, elle passe forcément par l'acceptation de beaucoup de transformations organisationnelles. Alors, petite nuance, l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, et elle a même un petit peu régressé ces 2 dernières années. Covid oblige, et c'est vrai que quand on dit que l'herbe est plus verte ailleurs, on est en face d'un système mondial, d'un problème mondial. Donc on va parler maintenant de l'avenir de l'hôpital. C'est sûr que par rapport au débat d'hier sur l'avenir de l'humour, ça risque d'être moins comique aujourd'hui, l'avenir de l'hôpital. On va commencer par la fin, Stéphane. Est-ce que l'avenir de l'hôpital, c'est moins d'hôpital, moins d'hôpitaux? Ah oui, assurément. L'avenir de l'hôpital, y compris vu de l'agence de la performance qui s'occupe de la performance hospitalière, c'est moins d'hôpital. Sur différents registres. Le premier, ça va vous sembler un peu bête ce que je vais vous dire, mais c'est moins aller à l'hôpital. Alors moins aller à l'hôpital, concrètement, ça veut dire quoi? C'est la prévention. La différence des pays qui ont une espérance de vie en bonne santé versus les pays qui ont une espérance de vie en bonne santé un peu moindre, c'est les dépenses consacrées à la prévention et c'est l'organisation du système de prévention. Et clairement, on a un système très hospitalo-centré, comme on dit, tourné autour de l'hôpital, et l'organisation de la prévention en France est défaillante. Là encore, je le dis très librement, puisque le ministre le dit très largement, et les acteurs du système le disent. Et donc, on y consacre par ailleurs moins d'argent,
parce qu'on consacre plus d'argent au système curatif. Et donc, il y a un enjeu pour notre pays à passer à un système préventif. Mais ça, c'est compliqué Alors, parce qu'il faut mettre... on est d'ailleurs, parmi les pays de l'OCDE, on est sur 28, on est 24e, je crois. Oui, c'est ça, on y consacre moins de 2%, quand il faudrait y consacrer 3 à 4%. Exactement. Résultat des courses, même s'il y a des avancées importantes ces dernières années, vous avez vu comme moi, les 12 maladies aujourd'hui qui vont être dépistées dès la naissance, les 3 bilans de santé 25, 45, 65 ans, donc il y a des avancées. Mais clairement, c'est le sujet qui est le plus problématique. Donc, moins aller à l'hôpital. Deuxièmement, y rester moins longtemps. Mais quand on dit moins d'hôpitaux, il y a vraiment trop d'hôpitaux en France? Oui, quand on regarde les chiffres de l'OCDE, il y a, en matière de structure hospitalière... Pas de langue de bois, parce que vous dépendez du ministère de la Santé. Hein. Oui, nous sommes le pays qui a le plus d'hôpitaux ramenés au nombre d'habitants. Et surtout, on n'a pas fait l'acceptation collective qu'il y a différents types d'hôpitaux. Et je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer. Il est normal et logique, et c'est comme ça dans tous les pays, qu'il y ait certaines offres de soins qui ne soient pas disponibles dans des hôpitaux, dans tous les hôpitaux. Il n'est pas choquant, à l'échelle mondiale, quand on regarde, que certains hôpitaux ne disposent pas d'activité chirurgicale. Parce que l'acte chirurgical, ce n'est pas un acte de tous les jours. En revanche, ce qui est problématique, c'est que dans des hôpitaux de proximité, on ne puisse pas avoir l'ensemble des consultations, d'un panel de consultations, pour faire son suivi. Et donc, c'est ça qu'on n'a sans doute pas suffisamment bien fait en France, c'est qu'on a maintenu beaucoup d'hôpitaux avec parfois des petites activités chirurgicales que les élites d'une région ne fréquentent pas, par ailleurs. Ils choisissent plutôt l'hôpital plus gros, dans lequel ils sont assurés de trouver une compétence supérieure. Donc, on n'a pas fait cette bascule pour permettre à ces hôpitaux non plus de faire des actes lourds, mais d'avoir en revanche tout le panel d'activités de consultation, de suivi ou de consultation précoce, de façon justement à permettre aussi la politique de prévention. Donc oui, on a trop d'hôpitaux qui font peut-être trop tous la même chose. Donc plus de différenciation. Plus de différenciation entre hôpitaux. Et puis, troisième point, et je m'arrêterai là à ce stade, c'est rester moins longtemps à l'hôpital. Et ça, c'est un très grand sujet. Si on veut offrir un avenir à l'hôpital, il faut que l'hôpital fonctionne beaucoup plus comme un hub d'aéroport, si vous me passez cette expression. C'est-à-dire on doit aller à l'hôpital pour de petits séjours, pour des prises en charge dans lesquelles on a l'acte aigu, mais après, on quitte assez rapidement l'hôpital. Et aujourd'hui, la technologie le permet. En France, on est à 60% à peu près d'activité chirurgicale en ambulatoire, mais avec des très grandes disparités entre des cliniques qui ont 80% de leur activité en ambulatoire, c'est-à-dire vous rentrez le matin, vous sortez le soir, et des hôpitaux publics qui ont un peu moins d'activité ambulatoire. Et donc là, on a une capacité encore à basculer le système dans plus d'ambulatoires. Et donc, si on a moins de personnes qui dorment à l'hôpital, qui sont sur des séjours longs, mécaniquement, on aura plus de moyens à consacrer sur les prises en charge les plus lourdes. Et ça, c'est un enjeu. Le pays l'a fait, sans doute pas encore suffisamment, parce que ça nécessite... C'est pas facile de passer à la chirurgie ambulatoire. Ça nécessite beaucoup de changements organisationnels. Il faut bien organiser votre arrivée le matin. Il faut bien organiser la sortie. Il faut avoir un suivi à domicile. Donc c'est pas en claquant des doigts. Donc le public devrait s'inspirer du privé presque. En tout cas, l'activité n'est pas exactement la même entre le public et le privé, mais ce qui est sûr, c'est que il y a encore des capacités de faire en sorte que les Français soient soignés en ambulatoire. Je prends souvent cet exemple. La prothèse totale de hanche, par sous de contrôle, il y a 20 ans, c'était 3 semaines d'hospitalisation minimum. Aujourd'hui, il y a des établissements français qui réalisent la prothèse totale de hanche en chirurgie ambulatoire. Donc j'entends, c'est vraiment la vision hospitalière. Quand on est en ville, donc OK pour ce qu'on appelle la durée moyenne de séjour, qui a vertu à être de plus en plus courte, parce qu'en plus, ça diminue aussi les infections nosocomiales, les complications qu'on peut avoir au sein de l'hôpital. Mais après, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quand même une chaîne. L'adressage d'un patient pour une chirurgie en ambulatoire, il y a une indication qui est claire, il faut que ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un relais qui se fait par rapport au patient, et ce relais, on arrive dans la médecine de ville. Ça veut dire qu'obligatoirement, il y a des structures d'accueil en poste hospitalier qui fonctionnent correctement, avec un suivi qui soit fluide et une organisation qui permette en fait aux patients d'avoir une bonne récupération et donc d'être moins à l'hôpital. Ça, c'est quoi? C'est des soins de suite, c'est de la rééducation et c'est la ville avec des médecins traitants, des kinésithérapeutes, des soins parfois à domicile et toute l'hospitalisation à domicile organisée actuellement par les ARS. C'est un énorme travail. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas ça. Donc dans l'investissement dans le budget, OK pour diminuer la durée de séjour et OK pour l'ambulatoire, à condition que
en amont et après, en aval et en amont, ça fonctionne et que ça soit très bien organisé. Sinon, c'est la sécurité du patient aussi qui est en jeu. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs français qui commencent à se mettre en place pour amplifier cela. Il faut savoir que la France est un des pays les plus en avance, pour le coup, en Europe et dans le monde, sur l'hospitalisation à domicile. C'est un des pays qui a le plus organisé. Et c'est un dispositif, finalement, qui n'est pas bien connu de la population, qui pourrait parfois d'elle-même aller solliciter en disant « mais est-ce que je pourrais pas sortir plus rapidement ?» Mais c'est très compliqué, parce que même la population, même les médecins traitants, le médecin traitant aujourd'hui au cœur du système, il est censé tout faire et répondre à la fois aux problématiques de l'hôpital, des patients, de la ville. Donc vous êtes médecin généraliste, vous avez à la fois le quotidien, le renouvellement des ordonnances, attention à ne pas trop prescrire, à diminuer les traitements, à augmenter la prévention. La prévention, c'est primordial. Il y a 3 sujets de prévention absolument importants, majeurs. C'est le sport santé, l'alimentation santé et la gestion des émotions. Si vous éduquez une population dans la prévention, etc., vous allez diminuer l'accès à l'hôpital parce que parfois on va à l'hôpital alors qu'on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est un énorme sujet. Et puis par-dessus, on vous rajoute la tâche d'organiser le poste hospitalier. Plus la mise en place de l'hospitalisation à domicile, plus les soins palliatifs, plus tout ce qu'on doit gérer en ville, ça, les médecins traitants aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire tout ça. Donc il y a la délégation de tâches, il y a la formation initiale, il y a le fait d'être très complémentaire et d'être sur des territoires avec une réorganisation au sein des territoires et moins dans des silos avec des grands hôpitaux où finalement on voit qu'ils sont complètement asphyxiés et que ça ne marche plus. Donc d'où l'intérêt d'une meilleure collaboration, efficace. Stéphane, vous êtes évidemment à l'intérieur de l'hôpital, mais vous œuvrez pour une meilleure collaboration. C'est ça l'avenir de l'hôpital, c'est l'ouverture de l'hôpital. Oui, c'est évident. L'extérieur. Le système français, il a de grandes qualités. On a une des meilleures médecines au monde. On a des professionnels qui sont formés, qui sont parmi les meilleurs au monde. Nos équipes de recherche sont parmi les plus performantes. Il a un défaut. Il a toujours été trop orienté autour de l'hôpital. Et il a toujours eu du mal, et les équipes hospitalières ont toujours eu du mal à assurer cette coordination avec le secteur dit de ville, comme on dit. Mais cette situation, elle est très tendue aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, docteur, il y a une pénurie d'offres, il y a une difficulté. Aujourd'hui, la crise du système, il y a une tension hospitalière. Il y a à peu près 2 à 5% des postes vacants suivant les structures. Ce qui, dans un système qui doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ça crée des problèmes importants. Mais le premier sujet de crise du système, elle est la difficulté de ce qu'on appelle l'offre de soins de premier recours, la difficulté à trouver des médecins généralistes. Et c'est ça qui, par ricochet, plus le fait que la demande augmente, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui, par ricochet, a un effet sur tout le système. Donc le point d'entrée de la résolution des problématiques du système, une fois que j'ai dit ça, on pourra rentrer dans les solutions concrètes, c'est clairement l'offre de soins de premier recours. Et comme vous l'avez dit, docteur, l'ampleur des tâches demandées à cette offre de soins de premier recours. C'est par ricochet que les Français vont massivement aux urgences et qu'on en est arrivé à 22 millions de passages aux urgences avec des taux d'évolution de passage aux urgences de plus de 10%. J'ai dirigé des hôpitaux dans lesquels les taux d'évolution de passage aux urgences étaient de plus de 10% par an. Je voyais chaque année le chiffre monter de 10%. Alors, je pouvais m'en féliciter en tant que dirigeant d'une structure puisque ça faisait des recettes pour l'hôpital. Je ne pouvais pas m'en féliciter compte tenu de l'organisation aux urgences. Ouais, d'où l'intérêt peut-être justement, de l'arrivée de nouvelles technologies, la digitalisation, la numérisation, la robotique. Alors moi, juste avant de parler de la digitalisation, le problème donc, entre la ville et l'hôpital, il remonte il y a plusieurs années, en fait, quand il y a une universitarisation en fait, de l'hôpital, où en fait, tout est centré autour de l'université et de la formation initiale, la technologie, du savoir-faire, etc. À ce moment-là, c'est très intéressant d'un point de vue historique, la place du médecin traitant. Avant, le médecin traitant de village, en gros, il y avait de manière totalement ouverte, il y avait le prêtre, et le médecin traitant, et le médecin généraliste, le médecin de famille, qui était extrêmement valorisé. Après, il y a eu un switch avec l'avancée des technologies où toute en fait, l'importance, tout ce qui était bien, ce qui était beau, qui était valorisé, c'était l'hôpital, le savoir, la science. Et les médecins traitants, du coup, finalement, en fait, c'était les derniers qui prenaient ce qu'ils n'avaient pas à l'internat, c'était les moins bons, ils prenaient ce qui restait, parce que ce qui était bien vu, c'est de faire cardiologue, chirurgien, radiologue, etc. Et les médecins généralistes, ce n'étaient pas les bons, ils faisaient les arrêts de travail, les grippes et les rhumes. On s'est rendu compte que ça allait être un énorme problème et donc on a essayé de revaloriser la place du médecin généraliste dans le système de santé. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'à l'internat, les premiers, les meilleurs classés choisissent médecine générale parce qu'il y a une foi dans cette profession. C'est des gens qui font ça aussi parce qu'ils ont envie de le faire et que c'est quand même un métier extraordinaire. Aujourd'hui, si vous donnez les moyens à un médecin de faire son travail correctement, il le fait bien volontiers, ce qui n'est pas encore le cas. Le fait que ce soit très différencié hôpital-ville, il y a
des considérations entre médecins de oui, tu es médecin traitant, du coup tu vas faire tout ce que moi j'ai pas envie de faire. Aujourd'hui, les patients me disent oui, mais le cardiologue il a pas voulu me faire mon arrêt maladie, c'est pas contre toi, hein, Fabien. Mais Je n'en fais jamais. Voilà, il n'en fait jamais parce qu'il va dire c'est votre médecin Donc, traitant quand qui le c'est fera. le cas, j'hospitalise. Voilà, Dans mais le quand cas, il sort de l'hôpital, on dit c'est votre médecin généraliste qui verra pour votre arrêt maladie. Mais oui, attendez, moi, pourquoi c'est pas lui qui le fait? Donc il y a un problème de répartition des tâches, de considération de chacun. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les patients augmentent, les demandes de soins augmentent, les pathologies augmentent, les pathologies environnementales, on voit émerger de nouvelles pathologies absolument incroyables, donc ça monte, et les soignants, ça baisse. Pourquoi ça baisse? Problème de budget, problème de considération, problème de rémunération, de reconnaissance. Il y a la reconnaissance. On va en parler après de l'attractivité de. Donc ça vraiment, c'est important. Il y a aussi le sujet de la féminisation de la profession. Aujourd'hui, vous avez 76% des soignants, toutes professions confondues, ce sont des femmes. C'était absolument pas le cas il y a 50 ans. Une femme aujourd'hui, dans la société Dommage, je d'aujourd'hui... regrette beaucoup. Je regarde beaucoup. Les premières années de médecine, on était 90% de... Voilà. Maintenant, ce sont les d'hommes. femmes. Les majors à l'internat, ce sont des femmes. Les chefs de service, maintenant, ça arrive, ce sont des femmes. Mais les femmes, elles ont aussi une vie en tant que mère, et c'est compliqué. C'est pas un jugement de valeur du tout, mais ça modifie un petit peu... Ça modifie énormément le fonctionnement de la profession et le fait qu'elle soit disponible et le temps qu'elles vont accorder. On parlait hier de l'entreprise. Est-ce que l'hôpital est une entreprise? Donc ça, c'est une vraie question. Comment on gère cette entreprise avec la notion de la performance, la notion de la compétence? On reste quand même dans l'humain. Donc la rentabilité financière, le budget, etc. Mais l'humain, on en fait quoi? Et là-dedans, il faut intégrer que ces soignants qui faisaient ça par choix, par vocation, qui avaient envie de travailler, de donner, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas payé, vous n'avez plus envie de le faire. Et vous êtes triste de ne pas le faire. Et en plus, vous êtes des femmes, ce sont des femmes qui ont leur vie de mère, de famille à vivre et à faire. Ça devient extrêmement complexe. Je pense qu'il faut vraiment intégrer le maximum de données pour arriver à avoir des solutions qui soient cohérentes. Donc, améliorer la considération de ce métier de médecin généraliste. Mais même à l'hôpital. Oui. Enfin, je veux dire, une infirmière, elle n'est absolument pas considérée pour le travail qu'elle fait. Quand vous regardez, on vous dit viens travailler la nuit, parce qu'en plus, ta collègue est en burn-out, parce qu'elle en a arrêt maladie, parce qu'elle a des problèmes elle-même de santé, parce que, etc., etc. Elle dit mais moi, je ne vais pas y arriver, mais si j'y vais pas, il n'y aura plus personne. Il faut que les gens et que l'État comprenne qu'il n'y a plus personne pour soigner les gens. On veut, nous les spécialistes, que le médecin généraliste ait plus évidemment de pouvoir. Avec une surspécialisation de la médecine, il faut un chef d'orchestre. Pour la petite histoire, mon fils vient de terminer ses études de médecine et il me dit, je lui dis qu'est-ce que tu vas faire comme ça? Il me dit je vais faire généraliste. Je lui dis je vais être déshérité, tant pis. Hein. Et moi, on m'a demandé ce que j'allais faire après. Et finalement, après discussion, je me suis dit, il va faire le plus beau métier du monde. C'est vraiment, quand on parle de l'avenir de l'hôpital, l'avenir de la médecine, le métier de médecin généraliste va être celui qui va être le plus proche des patients, le plus humain. Mais avec une délégation de tâches bien organisée et avec un effort énorme à faire sur tout ce qui est bureaucratique, sur l'administratif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans le soin du patient, ce que vous, en tant que patient, vous demandez, vous attendez, vous avez raison d'attendre de la part de votre médecin, de la compétence, de la continuité de soins, de l'humanité, de l'empathie. Bon, ça, si à côté on vous rajoute 50% de vos tâches dans l'administratif, remplir des papiers, machin, le site de la Sécu il fonctionne une fois sur deux, remplir les machins, maintenant on est contrôlé sur ce qu'on fait, on diminue les taux de téléconsultation alors qu'on nous a demandé de téléconsulter il y a 2 ans. Enfin, vous voyez, tout ça c'est absolument impossible. On ne peut pas faire ça. Et on a besoin de créer des nouveaux métiers, de déléguer les tâches, etc., de se réorganiser, mais en demandant l'avis des gens qui sont sur le terrain en ville. Et pas uniquement parce que vous dirigez un hôpital, vous avez une notion du budget, etc. C'est encore trop cloisonné. Oui, la féminisation de la médecine dans sa pure représentation. Stéphane, d'où l'intérêt quand même, on parle quand même de l'hôpital, de son avenir, de la digitalisation, de la numérisation de l'hôpital, qui va permettre peut-être de renforcer aussi les liens avec l'extérieur. Oui, sur ce sujet de la digitalisation du numérique dans le fonctionnement hospitalier, partir un tout petit peu en arrière, c'est que l'hôpital n'écoute pas assez ses patients. Je prends souvent cet exemple, vous sortez de n'importe quelle boutique, de n'importe quel restaurant, vous prenez l'avion, vous prenez le train, instantanément, on vous demande votre avis sur qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation. Ça n'arrive jamais à l'hôpital. Jamais. Parce qu'on connaît la réponse. Personne ne répond quand même. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a un dispositif national. Non, parce que vous savez, moi, non, c'est pas vrai parce que le dispositif. Par votre avis, nous intéresse, personne ne répond. Personne ne le demande. Or, si on demandait plus régulièrement aux Français leur avis, bien par exemple, ils diraient qu'ils sont surpris de voir que tout est possible en processus administratif depuis chez soi en numérique et que finalement le sujet sur lequel
il faut encore continuer à se déplacer pour prendre un rendez-vous, pour avoir son compte-rendu de résultat, c'est souvent l'hôpital. Et donc, il y a un enjeu extrêmement important à amplifier la digitalisation. Or, à l'hôpital, parce que les process administratifs de l'hôpital, les process de lien avec les Français, sont les mêmes que ceux d'une banque ou que ceux d'un service public quelconque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls 20% des hôpitaux ont numérisé, ont digitalisé la prise de rendez-vous, alors que 100% des médecins, ou quasiment, peuvent être sur Doctolib. Seuls 20%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de centre d'appel dans les hôpitaux. Pourquoi c'est si compliqué de prendre rendez-vous téléphonique? C'est parce qu'à la différence des grandes entreprises, il n'y a pas de centre d'appel. Quand je dis un centre d'appel, ce n'est pas pour l'implanter à l'autre bout du monde, c'est pour l'implanter dans un endroit de l'hôpital, mais des gens spécialisés qui répondent au téléphone. Il y en a très peu. Et tout ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un médecin généraliste, recevoir un compte-rendu de l'hôpital, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Alors qu'il existe, en France, toutes sortes de solutions technologiques, techniques, éprouvées, que certains hôpitaux ont adoptées, mais que tous les hôpitaux n'ont pas adoptées. Donc il y a un enjeu pour la puissance publique, pour l'organisation collective, à fixer des standards de fonctionnement, des obligations de fonctionnement, parce que sinon, la vérité, c'est qu'il y a des hôpitaux qui sont très en avance. La clinique Pasteur à Toulouse est un modèle, 90% des admissions sont numérisées. À l'hôpital, dans certains hôpitaux, 0%. Et donc, il y a un enjeu. Et dans certains hôpitaux publics, à l'hôpital Foch, à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, tous ces processus-là sont numérisés. Et donc, il y a un enjeu pour les Français à ce que ces processus de numérisation, ils aillent jusqu'au bout et ils soient généralisés sur l'ensemble du pays. Et après, ils amènent une très grande économie de fonctionnement. Très grande économie de fonctionnement. Moi, je mets en questionnement le chiffre. Vous savez, on dit il y a 20% d'administratifs à l'hôpital. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je m'inscris en faux contre ce chiffre. Parce que dans ces 20% d'administratifs, on inclut les secrétaires médicales des médecins. Donc si on considère que les secrétaires médicales des médecins sont du personnel administratif, oui, mais je ne suis pas sûr que les médecins soient d'accord pour les considérer comme du personnel administratif. Donc non, il n'y a pas 20% de personnel administratif à l'hôpital. Mais oui, il y a trop de process administratifs à l'hôpital. Alors que l'hôpital a besoin aujourd'hui de se recentrer sur son cœur de métier, le soin. Il a besoin d'alléger son fonctionnement qui est trop normé, trop bureaucratique. J'aime pas ce mot-là parce que tout de suite on introduit une espèce de mépris pour des fonctions administratives. Or, il faut quand même que les choses soient organisées. Mais oui, il est trop lourd. Bien sûr qu'il est trop lourd dans son fonctionnement. Et le digital permet de lutter contre ça. À condition qu'il soit utilisé. À condition qu'il soit. Et pour la petite histoire, moi j'ai mon cabinet privé à Paris, je suis aussi à l'hôpital Ambroise Paré. Quand je m'écris de l'hôpital une lettre pour moi-même en mon cabinet, je la reçois à peu près 1 à 2 mois après. Oui, mais vous voyez, Fabien, il existe aujourd'hui en France, alors je vais leur faire de la publicité, une solution technologique française, déployée par une start-up française qui s'appelle Lifen, L-I-F-E-N, qui est implantée dans 700 hôpitaux aujourd'hui, qui permet automatiquement, une fois que le compte-rendu est préparé à l'hôpital, de l'envoyer automatiquement par voie dématérialisée dans les hôpitaux. Il y a 700 hôpitaux qui l'ont implanté en France. Ça fonctionne vraiment. Ça fait faire des économies de papier, de timbre, et ça fait gagner 25% du temps d'une secrétaire par individu pour enlever, vous savez, qui s'enlève la mise sous pli, le fait de mettre une enveloppe, de coller l'enveloppe, etc., etc. Toutes ces technologies-là, elles existent. Elles sont matures. Oui, ça c'est l'avenir de l'hôpital, le tabou, la fin du tabou du public qui fait la promotion d'une société privée. Et tout ça, ça existe et c'est déployé dans des hôpitaux publics, privés, dans des hôpitaux associatifs. Ce qui ne va sans doute pas assez vite, c'est que, je le dis très, très simplement et très librement, dès qu'il s'agit de faire un changement organisationnel, même de cet ordre-là, la complexité hospitalière et le conservatisme organisationnel hospitalier se met en place. Et pour les Français, c'est quelque chose qui est très surprenant. Ce monde de la haute technologie n'aime pas les transformations organisationnelles. Il y a aussi la question peut-être des patients. Vous savez, le dossier médical partagé, cette espèce de rêve, on aura un dossier. Les gens aujourd'hui disent, vous avez tout sur ma carte vitale. Bon, on aspire à avoir un dossier commun où on puisse accéder aux données de santé de chacun, etc. Il y a un frein. Il n'y a rien sur la carte vitale. Il n'y a absolument rien sur la carte vitale. Absolument rien sur la carte vitale. Ça, c'est les patients qui disent, mais en fait, dans ma carte vitale, il y a toute mon histoire de santé. Vous avez tout retrouvé, les comptes rendus de mes patients, mes dernières imageries, etc. Ça fait des années qu'ils essayent de développer ça. Quand je dis « ils », moi je ne sais même pas qui c'est, mais j'imagine que c'est des gens absolument brillants qui sortent de grandes écoles, des ingénieurs, etc. Mais il y a un frein, et qu'on a très bien vu pendant le Covid, dans l'histoire en fait, de la traçabilité sur la donnée de santé. C'est-à-dire que l'hôpital a des freins dans comment on s'organise, tous pareils, on n'aime pas être tous pareils en France, qui est aussi la qualité de la France dans certains domaines, mais c'est
qu'est-ce que, attention, ils vont faire de mes données qui m'appartiennent. Le droit, la sécurisation de ma donnée, c'est ah oui, mais si je leur dis que j'ai ça, potentiellement mon assureur va récupérer ça et ça va faire que. Donc il y a aussi un frein de la part aussi de la société de si je mets tout sur ces dossiers, si tout le monde a accès à tout, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et aujourd'hui, ils sont en train de le mettre en place petit à petit, mais même nous, en tant que médecins sur le terrain, on ne sait pas où ça en est, on ne sait pas comment ça se met en place, on n'a aucune information par rapport à ça. Il y a un problème de communication globale. Vous voyez, moi, c'est pas normal que je ne connaisse pas ce que fait ce monsieur, alors ça a l'air très intéressant, je me dis, ouais, génial, il y a un espoir. Mais à côté de ça, toutes les technologies, ce que vous voyez, c'est comme vous, c'est finalement, en tant que médecin sur le terrain, on est comme les patients, vous connaissez Doctolib, moi je connais Doctolib, on s'en sert, etc., avec les problèmes qui sont aussi inhérents à Doctolib et qu'il faut faire évoluer. Mais quand moi, je veux prendre un rendez-vous à l'hôpital pour un de mes patients, mais je galère autant que vous quand vous voulez prendre, vous, un rendez-vous pour vous. C'est-à-dire que mes confrères, je n'arrive pas à les joindre. Je passe par le standard où j'ai 18 redirections pareil pour accéder. Je ne sais pas où les faire hospitaliser. Quand j'arrive à avoir quelqu'un, on me dit « j'ai pas de place, débrouille-toi », etc. Donc, il y a une sorte aussi de solidarité à avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit comment est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce qu'on est OK pour partager nos données? Comment on les sécurise? Comment on s'organise? Et ça, clairement, ça manque en fait d'échanges sur le terrain. Vous voyez, demander, c'est comme l'histoire de demander l'avis aux gens. Qu'est-ce que vous pensez de votre soin? Bof, ouais, mais ce que je vois, c'est qu'en face, j'ai un soignant qui est fatigué, qui est trop rapide, j'attends. Le patient n'a jamais autant expérimenté aujourd'hui la définition du patient, dans le fait d'être patient. Vous voyez, mais le soignant devient patient lui-même, vous voyez, à double sens. Le soignant devient malade parce qu'en fait, il pète un câble dans les conditions de travail dans lesquelles il travaille, et puis il est patient aussi parce qu'il dit, mais à quel moment je vais pouvoir répondre à cette demande? Stéphane, peut-être que votre rôle à vous, à l'ANAP, c'est plutôt de former l'hôpital pour qu'il communique mieux avec les patients. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre rôle dans l'agence que j'ai la chance de diriger avec les experts nationaux, c'est de sortir du discours uniquement négatif et défaitiste, parce que sinon, ça donne envie de se foutre en l'air quand même un petit peu, passez-moi l'expression, parce que sinon, on ne voit pas de solution. Or, les solutions, elles existent. Typiquement, sur cette question qui vient d'être évoquée, l'organisation de la prise de rendez-vous, il y a des hôpitaux français qui ont fait la bascule, qui ont fait des organisations opérantes dans lesquelles on est capable de prendre rendez-vous et d'avoir un interlocuteur comme dans n'importe quelle structure privée, banque, dans laquelle vous avez un correspondant immédiatement. Et donc, il faut faire très attention parce que dans le pays, il peut y avoir deux catégories d'hôpitaux. Ceux qui, parce qu'ils ont pris des nouvelles méthodes de management, parce qu'ils sont dans un fonctionnement plus collectif, vont faire cette bascule vers la modernité. Et il y en a beaucoup. Et puis, ceux qui, parce qu'ils vont cumuler des difficultés d'attractivité, de zones géographiques dans lesquelles ils ont moins de compétences médicales, eh bien, ils ne vont pas être en situation de faire cette bascule. Toutes ces innovations technologiques que j'évoque là, il y a plein d'hôpitaux qui les ont mis en œuvre, mais il y en a plein qui ne l'ont pas mis en place aujourd'hui. Et donc, nous, notre rôle, c'est de dire, aujourd'hui, c'est ça le standard. Et donc, aujourd'hui, il est possible en France d'avoir une prise de rendez-vous téléphonique dans un hôpital qui répond à la deuxième sonnerie. Ça existe. Et c'est faisable, et ce n'est pas faisable avec beaucoup d'argent. Souvent même, ça fait faire des économies à l'hôpital qu'on peut réinjecter dans d'autres domaines. Et là, j'essaye de toujours parler de ce que je connais. C'est des choses que j'ai mis en place dans des hôpitaux que j'ai dirigés, qui fonctionnent, et dans lesquels on est passé d'un délai de prise de rendez-vous, ce que vous avez évoqué, docteur, c'est-à-dire personne ne répond, et quand on répond, c'est vraiment parce qu'on est un VIP, à une prise de rendez-vous en 3 sonneries, et il y a quelqu'un qui répond, et même on vous rappelle. Donc c'est faisable. Le rendez-vous est 6 mois plus tard. Mais du coup, alors, ouais, ça dépend. Pour revenir à l'utilisation un petit peu de la digitalisation, c'est vrai qu'on s'est un peu planté sur DMP, ça a juste coûté 800 millions d'euros. On en est maintenant sur mon espace santé. Donc peut-être que le rôle de l'hôpital aussi, c'est de former les patients sur l'utilisation de mon espace santé. Je voudrais faire un tout petit sondage. Ceux qui ont déjà utilisé mon espace santé, lèvent la main. Non, vous ne comptez pas, vous. Mais je l'ai utilisé. Oui, donc ça fait, voilà, on en est à 30%, 20%, un peu moins que 20%. Donc il n'y a pas un problème là-dessus, non? Alors le problème, au-delà de avant même de savoir qu'il est utilisé, qui savait que ça existait. Oui, c'est récent quand même, c'est très récent. C'est assez récent. Mais moi, je crois fondamentalement dans les solutions pour éviter de se foutre en l'air, comme tu disais, dans l'éducation. L'éducation de la santé, aujourd'hui, je trouve que ça manque cruellement. Si vous vous informez et vous éduquez
vous formez les gens dès le plus jeune âge, à l'école, sur des notions de santé, et que ça fait partie de la culture générale. C'est-à-dire, on est informé et éduqué sur plein de choses, sur la notion de la gestion de l'urgence. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent? Comment je m'informe? Où sont mes données? Où est-ce que je peux avoir une information claire et fiable? Ça, c'est à la source qu'il faut le faire. Moi, je crois fondamentalement à l'humain en tant que personne. Ce que disait tout à l'heure, il faut écouter les patients, parce que la plupart des solutions viennent des gens. Ils arrivent, ils vous disent oui, mais peut-être qu'on pourrait faire ça, etc. Et on ne les écoute pas assez. Mais en leur transmettant un savoir, en arrêtant de dire, là-haut, il y a d'abord le médecin qui sait. Il sait, mais il ne sait pas tout le temps. Puis en dessous, il y a l'infirmière qui sait un peu moins. Mais non, c'est absolument pas la même chose. Les savoirs sont différents, les compétences sont différentes. On peut transmettre ce savoir-là. On peut éduquer les gens et responsabiliser les gens dans la prise en charge de leur santé. Et c'est comme ça, je pense que ça va réussir, parce que quand vous arrivez à estimer une urgence, à savoir où vous devez aller, à cibler mieux la personne qui va répondre à votre besoin, une fois que vous l'avez identifié, on va désengorger les urgences comme ça. Et je crois fondamentalement à ça, et ça, c'est une voie, c'est une des solutions à mettre en place dès le plus jeune âge. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué le phénomène de pénurie de soignants, en particulier de médecins. Or, on sait que le médecin se forme évidemment, il se forme dans les hôpitaux universitaires, mais il se forme aussi à l'hôpital. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler un petit peu ce problème en profitant des nouvelles technologies de formation des étudiants, en raccourcissant les études de médecine? Alors, là, actuellement, tu n'as pas suivi le dernier truc, mais ils veulent allonger les études des médecins généralistes. Ouais. Non, mais enfin, je te donnerai les dernières mises à jour. Merci. Mais en gros, ils viennent de voter qu'on va mettre une année supplémentaire dans l'internat de médecine générale. Alors, moi, j'ai fait mon externat, mon internat, et je me suis rajouté 2 ans après. Pourquoi? Parce que soit j'aimais ça, il y en a qui aiment se former, j'ai fait un DU par an après pendant 10 ans, mais parce que je ne me sentais pas forcément prête à aller sur le terrain. Donc finalement, je me dis, un an de plus en médecine générale pour la formation initiale, oui, parce que très bien. Mais par contre, dans quelles conditions? Et pourquoi on le fait? Aujourd'hui, les internes, qui sont vos médecins de demain, sont tous en souffrance, 56% en burn-out, ils se suicident, on n'en a rien à foutre, personne n'en parle. Et en fait, ils travaillent beaucoup plus qu'un PUPH qui est payé 10 fois plus et qui n'est pas dans son service. Ça, c'est quand même un tabou qu'il faut quand même dire. C'est les internes qui travaillent, qui ne sont pas reconnus, qui sont complètement exploités. La 4e année de formation de médecine générale, c'est quoi? C'est une des solutions trouvées par l'État pour combler les déserts médicaux. On va rajouter une année, vous êtes payé pas très cher, vous êtes extrêmement efficace, extrêmement compétent. Quand vous êtes interne en dernière année, vous êtes là. Vous savez tout sur tout, vous n'avez aucune expérience de l'humain, vous ne savez pas gérer vos émotions, mais vous êtes au top au niveau de vos connaissances. Vous êtes extrêmement rentable. En plus, vous êtes motivé, vous avez envie, vous êtes au début, etc. Donc vous travaillez bien, vous travaillez vite et vous travaillez beaucoup. Et en plus, vous n'êtes pas payé, pour l'instant, vous ne dites pas grand-chose. Et donc cette 4e année, c'est on va les mettre dans les déserts médicaux pour répondre à la demande de soins. Mais attendez, heureusement qu'ils font la grève. Sauf que quand vous faites la grève, que vous annoncez votre préavis de grève, vous êtes réquisitionné pour aller devoir répondre à la demande. Et donc vous ne pouvez pas faire grève. Donc ridicule, tu es en grève, mais tu travailles. Attends, il est où le truc? Mais c'est pas grave, on a le droit de dire qu'on n'est pas content, sauf qu'en fait, la loi, elle a été votée. Donc vous allez y aller. Et on reparle sur la féminisation de la profession. Qu'est-ce qui se passe? Donc les internes, jeune maman, première grossesse, pas première grossesse, etc. On va te foutre dans un désert médical parce que c'est obligatoire, sinon tu valides pas ton cursus, pour aller répondre à une demande de soins parce que oui, il y a un besoin. Et donc on va vous mettre là. Sauf qu'en fait, mon mari, il a été muté à l'autre bout de la France et je fais quoi de mon premier gamin? Vous voyez, le sujet, il est là. Donc oui, augmenter la formation initiale pour la qualité, pour l'expérience, pour avoir des vrais médecins. Vous formez quand même des médecins généralistes de ville à l'hôpital. Quand vous sortez de 8 ans d'hôpital, vous arrivez au cabinet, vous ne savez pas comment créer votre entreprise, qui est une micro-entreprise. Vous ne savez pas comment gérer votre compta. Vous ne savez pas à qui vous allez communiquer, etc. On ne vous forme pas à l'exercice que vous allez avoir plus tard. On vous forme pour travailler à l'hôpital. J'appuie sur le bouton off parce que... Voilà. Non mais... Marine, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas du tout de la même chose. Évidemment que de rajouter une année en plus après 9 ans de bons et hauts services, c'est complètement ridicule. Ça ne sert absolument à rien. Je parlais de profiter des progrès en technologie. Moi, je me rappelle quand j'étais en 2e année de médecine, l'anatomie, je l'étudiais sur des bouquins avec des dessins en noir et blanc. Tandis que maintenant, on a la réalité virtuelle, on a la 3D, on a toutes les nouvelles technologies qui font qu'on apprend plus vite et mieux. Donc, comme disait mon ami et mon mentor Guy Valencien, que tu connais, Nicolas, on pourrait tranquillement raccourcir les études. On sait très bien que, évidemment, qu'après, on apprend sur le tas, dans on apprend à certaines l'hôpital, spécialités, oui. Mais on devrait raccourcir les études de médecine. Dans certaines spécialités, oui. C'est parce que
l'IA, la technologie, les nouvelles technicités, dans ce qui est chirurgical, les ophtalmos, etc., c'est extraordinaire, on ne s'en sert pas assez. Mais ce n'est pas ça qui va apprendre un médecin généraliste à dépister avec ses moyens un infarctus chez quelqu'un qui vient au cabinet. Évidemment. Donc oui, pour certaines spécialités, mais il faut à la fois recréer du lien entre la médecine de ville et l'hôpital, mais garder chez chacune des spécialités son savoir-faire. C'est vraiment, c'est ça qui est important. Pour finir, parce qu'il nous reste peu de temps, l'avenir de l'hôpital, c'est l'attractivité aussi, qu'on doit améliorer. Oui, et pour ça, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années, un effort sans précédent, plusieurs milliards d'euros qui ont été injectés aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont été bien injectés? Alors, voilà. C'est le gros problème. Moi, vous savez, vous aurez noté, je ne m'inscris pas dans la logique qui consiste à dresser un tableau apocalyptique de chaque sujet. Parce qu'une fois qu'on a dressé un tableau apocalyptique de chaque sujet, malheureusement, on n'en fait pas grand-chose. Donc moi, j'essaye toujours de rester sur des hypothèses de positivité. Il y a eu beaucoup d'argent injecté dans les revalorisations salariales. Aujourd'hui, une infirmière, en moyenne, en début de carrière, elle gagne à l'hôpital, elle gagne 2350, 2400 euros net par mois. Ce qui est à peu près le salaire moyen en France. Elle gagne, ce qui est très compliqué à voir par ailleurs parce qu'il y a souvent des primes de nuit, des choses comme ça. Ce qui est très compliqué, c'est que ce sont des métiers à sujétion, comme on dit, à contraintes particulières et supérieures. Le week-end, la Très nuit. peu d'infirmiers réussissent à rattraper leurs heures supplémentaires. Impossible. Absolument, et ce sont des métiers à contraintes particulières. Et donc, mais la question d'attractivité, toutes les études montrent qu'il y a une question salariale, mais que c'est pas la question, c'est une des questions importantes, mais que ce n'est pas forcément uniquement sur ce levier-là qu'il faut agir. Et aujourd'hui, la question, c'est que l'ensemble hospitalier, il est très lourd, il est très compliqué à faire fonctionner. Le management, il est extrêmement vertical, descendant. Moi, j'ai coutume de dire que l'hôpital, c'est le mélange entre les mandarins médicaux et les directeurs napoléoniens. Une fois que vous mettez ça côte à côte, ça donne une organisation extrêmement qui peut être violente, les Français ne le savent pas, mais l'organisation hospitalière, la structure interne hospitalière, elle est violente. Ce n'est pas du tout un management bienveillant, apaisé, que ce soit dans la partie médicale ou dans les fonctionnements transversaux. Donc, il faut sans doute passer à d'autres formes de management, à d'autres fonctionnements que d'autres secteurs ont mis en place avec plus ou moins de succès. En tout cas, le corps collectif, il demande ça. Et dans l'agence que je dirige, modestement, bien, on accompagne des hôpitaux à changer leur mode de management, à prendre des modèles plus collaboratifs, plus innovants. Et les équipes, ils s'y retrouvent. Oui, enfin, on parle bien sûr le salaire des infirmiers augmenté, il faut parler aussi du salaire des autres, des cadres hospitaliers, des soignants, des médecins. Je veux dire, s'il y a une pénurie de praticiens, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de revalorisation. Je vais vous donner un exemple, je vais vous dire ce que je gagne moi à l'hôpital. Ça fait 20 ans que je suis Ambroise Paré, j'ai ma consultation le vendredi matin où je vois à peu près 25 personnes, j'ai mes lits quand j'hospitalise mes patients. D'après vous, je ne vais pas vous poser la question parce que vous allez tomber des nues. Quel est mon salaire? Je suis échelon 9 sur 11. Depuis 20 ans, je gagne 350 € par mois. Vous voyez, et comme je suis prélevé à la source, je gagne 174 € par mois. Donc on ne va pas dire que je fais ça pour l'argent. Je m'en fiche, etc. Mais on peut dire que ça joue un petit peu. Et s'il y a une fuite des praticiens, c'est un petit peu aussi pour ça. Donc je vais passer dans les rangs pour faire une quête. Nicolas, tu as une corbeille pour... Voilà, hélas, on a presque débordé. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Monsieur? J'ai deux questions. La première, de savoir quel a été le rôle des 35 heures dans la catastrophe que vous nous avez racontée. Et la deuxième question, on en a parlé hier après-midi, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'absentéisme à l'hôpital? Stéphane? Améliorer les conditions de travail, évidemment. Oui, sur les 35 heures à l'hôpital, leur mise en œuvre, enfin 35 heures de jour et 32 heures de nuit d'ailleurs, l'organisation horaire, la difficulté est que la diminution du temps de travail n'a pas été compensée à due concurrence, comme on dit, par des embauches pour compenser ces 35 heures. Parce que partout en France, le pari qui a été pris, c'était qu'il devait y avoir des embauches, ou alors il fallait faire de grandes transformations organisationnelles pour absorber ces 35 heures. Et ce qui a été compliqué à l'hôpital, c'est que d'une part, il n'y a pas eu des embauches peut-être de façon aussi importante, pour les raisons que j'ai évoquées.
Parce qu'une fois qu'on a posé les diagnostics, moi, si tout le monde est OK pour régler les problèmes qui ont été largement évoqués, par augmenter de 3 points les cotisations sociales, moi, il n'y a aucun problème. On les augmente et tous les dirigeants hospitaliers seront ravis d'avoir plus d'argent à mettre à la collectivité. Maintenant, je n'ai pas compris que c'était l'option du pays que de voir sa feuille de paye amputée de X% de cotisations sociales en plus ou de CSG en plus quand on est retraité. Parce qu'une fois qu'on a posé les diagnostics, c'est bien d'avoir les solutions. Donc, je pense que les 35 heures ont joué, monsieur, parce que les hôpitaux, c'est ce que je disais, n'ont pas été suffisamment actifs dans des réorganisations qui étaient nécessaires de mettre en place avec les 35 heures. Donc, oui, ça a joué. Marine, on termine par une note positive. Oui, si possible, ce serait bien. Alors, Oui. Essayez, forcez-vous. Allez, forcez-vous. Je sais. Vous allez y arriver. Alors, pour que les soignants aient envie de retourner à l'hôpital, bien sûr, les conditions de travail, donc les salaires, mais aussi l'accueil, la reconnaissance de ce qu'ils font. Moi, j'ai créé une association pour faire de la prévention et de l'accompagnement du burn-out des professionnels de santé, toutes professions confondues, à travers la voile. Donc, je suis à Marseille, c'est assez facile, j'ai des bateaux, on a des bateaux, il y a l'eau, etc. On emmène les soignants sur l'eau pour qu'ils fassent un sport santé, pour qu'ils pensent à autre chose, et surtout pour qu'ils recréent du lien entre eux. Et recréer du lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des constats, que bah oui, c'est difficile pour tout le monde, il y a eu le Covid, c'est extrêmement compliqué, c'est aussi très intéressant d'un point de vue professionnel de voir ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu, et c'est de constater que les soignants, aujourd'hui en France, avec un esprit français, ils sont quand même, ils aiment leur travail. Même si les conditions de travail sont catastrophiques, vous avez des gens qui ont fait ce choix d'être dans le soin. Et c'est ça qui est une richesse absolument incroyable et sur laquelle il faut investir. C'est-à-dire reconnaître que je souffre et que c'est compliqué, mais que finalement, en fait, j'ai envie de retourner travailler. Les infirmières, elles ont envie de retourner travailler. Et si vous leur donnez des moyens, alors oui, des moyens financiers, des moyens de matériel, aujourd'hui, il y a une grosse pénurie partout sur l'accessibilité au matériel, donc, mais finalement, si vous les valorisez, vous les encouragez et vous leur dites, en fait, vous n'êtes pas tout seul, et moi aussi, ça, et vous recréez du lien, il y a un espoir, parce que ce sont des professions qui, alors pas tout le temps, mais sont sur des vocations. Et finalement, en face, quand le patient est reconnaissant, quand il vous regarde et qu'il vous dit merci, ça vous donne envie de continuer, même si c'est la catastrophe au niveau des conditions de travail. Vraiment ça, et c'est un enjeu. C'est-à-dire que la relation soignant-soigné, vous ne pouvez pas imaginer, moi, dans mon quotidien, ce qui m'aide à continuer à travailler, c'est mes patients. Et oui, il y a une inversion du Je vais truc. tourner le bouton off. Stéphane? Non, de façon positive encore, je pense que le monde de la santé est un monde souvent conservateur et de beaucoup de lobbies et avec beaucoup de défense de chacune des professions. Très souvent, ce qui fait bouger le système, c'est quand les patients expriment simplement leurs attentes. Je pense que notamment les Français, ils sont à l'aise avec l'idée de dire que même si demain c'est d'autres professionnels, des sages-femmes, des infirmiers, des masseurs kinés qui prennent plus de place dans le système, je ne pense pas que ça pose problème aux Français. Et donc, rien qu'en évoquant ça, on suscite immédiatement dans le système français des tensions, des conservatismes. Et donc, je pense qu'une des façons aussi de faire évoluer le système, c'est que les Français, ils expriment plus clairement que ces sujets-là, eux, ils sont plutôt à l'aise avec l'évolution de la place de chacun dans le système. Moi, je suis très confiant dans la capacité des Français à porter des discours en disant « moi, je veux être soigné en chirurgie ambulatoire, moi, je pense que je pourrais faire plus de choses à domicile ». Je pense que chacun peut être acteur, on le dit beaucoup, chacun peut aussi être acteur de sa prise en charge et pour l'organiser sans doute de façon plus efficace. Rassurez-vous, on a le plus beau métier du monde. Merci à vous.